Bonjour Albert Moukaïba, Bonjour. Merci d'être avec nous dans les petites et grandes questions du Lab. Alors, donc vous êtes neuroscientifique, vous travaillez... alors, c'est important de faire la nuance, parce que quand on a demandé aux enfants de vous poser des questions, ils ont beaucoup proposé des questions qui sont sur la biologie du cerveau. Genre, ça aussi, vous pouvez répondre. Mais je vais essayer. Quand je ne sais pas, je dirais je ne sais pas. C'est bien aussi pour les enfants de savoir qu'on ne sait pas tout. Alors, c'est important. Donc, on va dire que vous travaillez sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a une différence entre le fonctionnement et l'impact sur notre façon d'agir et aussi sur la biologie du cerveau. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer? Alors, la biologie du cerveau, c'est étudier vraiment l'anatomie du cerveau. J'ai pris des cours de biologie du cerveau. Il faut absolument comprendre au moins comment ça marche, la biologie, les nerfs, les neurones, les synapses, les cellules gliales, les astrocytes, les différents types de neurones que nous avons. Et après, j'étudie, moi, donc des neurosciences cognitives. J'étudie comment ce substrat biologique, comment la biologie de notre cerveau fait émerger nous, notre psychologie, comment est-ce qu'on prend une décision, comment est-ce qu'on ressent une émotion, comment est-ce qu'on comprend le monde, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on entend. Je suis aussi psychologue, donc je m'intéresse pas mal à on appelle ça des propriétés émergentes du cerveau, c'est-à-dire comment est-ce que cette matière biologique fait que je deviens à moi. Comment est-ce que la conscience émerge? Est-ce que c'est moi qui choisis? Est-ce qu'il y a que moi dans mon cerveau? Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être? C'est une vraie question, ça. Et justement, ça rejoint une des questions qui a été posée, c'est pourquoi quand je pense quelque chose et quand je parle, c'est pas la même chose qui sort. Il y a une raison? Oui, en fait, la partie de moi qui parle... Après, c'est très difficile de parler de ce sujet parce que notre langage est limité. Et donc, quand je vais m'exprimer, des fois, c'est pas tout à fait précis, mais c'est pas grave. Et je suis très content de faire ça parce que souvent, les questions des enfants sont beaucoup plus profondes que ce qu'on croit. On a souvent, en tant que scientifique, besoin... Oui, mais en tant que scientifique, pour moi, la science, c'est vraiment essayer de revenir genre, mes neveux, mes nièces, quand ils posent plein de questions de pourquoi, mon frère et ma sœur, des fois, ils disent genre, demande à ton oncle, parce que j'aime bien et ça m'aide à moi aussi mieux comprendre. Beaucoup de fois, à travers des discussions avec des enfants, moi, j'ai compris mieux le cerveau que mes études ou de discussions avec mes collègues ou des profs à moi quand j'étais étudiant. Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, on s'entend pas quand on réfléchit, donc le son n'est pas le même. Je sais que ça paraît bizarre, mais quand je réfléchis, j'imagine ma voix, je l'entends pas. Il y a pas de vibration, j'entends avec les vibrations et mon cortex auditif. De deux. C'est quoi le cortex? Désolée, je vais vous interrompre. Alors le cortex auditif, en fait, là je vous regarde, je vous vois pas avec mes yeux. Et je ne vous entends pas avec mes oreilles, avec mon cerveau. Mes yeux, mes oreilles, mes doigts, ma bouche sont des capteurs qui vont transformer l'information du monde extérieur en un signal électrique qui va être après réinterprété par mon cerveau et reconstruit dans mon cerveau. Donc, par exemple, il y a des personnes qui ont... Un canal, c'est comme le téléphone. C'est pas vraiment le téléphone. C'est comme un capteur. C'est comme si mes oreilles sont comme ce micro. Il y a une membrane et c'est assez similaire comme fonctionnement. Le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur, mais nos sens fonctionnent un peu comme ça. Donc ce micro, il y a une membrane. Quand je parle, les molécules d'air bougent avec l'air qui sort. Cette membrane peut capter ces vibrations de l'air, transformer ces vibrations physiques donc en un signal électrique qui va passer le long de ce fil, aller dans mon ordinateur et c'est mon ordinateur qui va traiter l'information et vous pouvez la transmettre à votre ordinateur et après à vos enceintes ou à vos écouteurs et vous allez pouvoir m'entendre. Alors, le cerveau, c'est un peu la même chose. Mon oreille a une membrane, le tympan, comme le micro, qui va bouger avec les fluctuations de l'air, qui va faire bouger des petits os dans mon cerveau, qui vont arriver au nerf auditif, donc ces mouvements physiques vont être transformés en signal électrique, qui va aller dans mon cerveau, et pour le son, on a un cortex qui s'appelle le cortex auditif, c'est lui qui est responsable pour pouvoir transformer les mouvements de l'air dans le monde extérieur à moi en ce que j'appelle le son dans mon cerveau. Donc mes oreilles fonctionnent avec le tympan et les petits ossements pour que j'entende. Mes yeux fonctionnent avec ma rétine pour les photons de lumière aussi en signal électrique dans le cerveau. Mon toucher et nos sens sont la manière avec laquelle on peut voir et interagir avec le monde extérieur, sinon on pourrait pas. Non. Et on n'a pas, d'ailleurs j'en profite, on n'a pas juste 5 sens, on a plus que 5 sens. Donc les 5 sens que on connaît, 7 ou 8 ou 9 selon combien on élargit, mais on va en parler pour pas que les gens pensent que je parle du 6e sens, mystique, etc. Des sens vraiment réels qu'on ressent tous. Donc on a les 5 sens qu'on connaît tous, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue, j'ai pas dit la vue, je pense. Non. Mais après, on a aussi le sens pour qu'on puisse ressentir la chaleur, par exemple.
Si j'ai chaud, si j'ai froid, c'est un sens. Et c'est pas le toucher, ça? Non, mais on a des capteurs. On a le toucher qui nous donne par exemple la texture, mais on a aussi le toucher qui nous donne la chaleur. C'est deux récepteurs différents, c'est pas les mêmes récepteurs. On a les sens qu'on appelle la nocioception, les sens de la douleur. Quand je me pince et j'ai mal, ou quand je me casse quelque chose et j'ai mal, c'est un sens aussi. N'importe quelle interface avec le monde extérieur est considérée un sens. Il y a aussi ma proprioception, par exemple, le sens de mon orientation du corps dans l'espace. Quand je mets ma tête comme ça, il faut que quelque chose dise à mon cerveau. Mais c'est pareil, en fait. Voilà. Et ça, c'est la proprioception, c'est des liens entre votre vision et votre oreille interne. C'est votre proprioception, des fois, qui fait que vous avez le mal de mer, par exemple. Et donc, on a tous ces sens pour qu'on puisse interagir avec le monde extérieur. Et tous ces sens sont traités dans mon cerveau. Et du coup, comment mon cerveau traite, et je réfléchis et tout ça, ça va être très différent, le décalage qu'il y a entre mes interactions avec le monde. Et quand je parle, ce décalage qui sort avec le autre chose. Et puis, même dans mes pensées, des fois, je discute avec moi-même. C'est comme si j'ai deux voix, des pensées qui viennent toutes seules. Je sais pas, je regarde une blague et je rigole. Des fois, je rigole, j'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit, ah, tiens, ça, c'est drôle, je vais rigoler. Je rigole et après, je discute avec moi-même. Des fois, même, je me souviens quelque chose et je me mets à rire. Et tous ces petits jeux, au bout d'un moment, doivent devenir un seul truc qui vous parle. Et donc il y a des fois des décalages. Elle est, entre guillemets, plus étroite que la pensée. J'ai une question quand vous parlez des 5 sens. En fait, est-ce que l'empathie, c'est un sens? Le fait que je ressente ce que l'autre vit, est-ce que ça, c'est un sens? Pas que c'est un sens au sens strict du terme, parce qu'il n'y a pas des capteurs d'empathie, mais c'est une inférence qu'on peut considérer comme une inférence sensorielle. On appelle ça la cognition sociale. C'est notre capacité à comprendre l'autre. Quelque part, c'est un sens, mais ça n'a pas vraiment, on n'a pas de récepteur, mais on a des structures du cerveau qui sont responsables de ça. Mais c'est médié par les autres sens. C'est-à-dire, c'est médié par la vue, par l'ouïe, par etc. Je vois l'autre, je l'entends, et après, j'infère son état émotionnel, et je peux peut-être le ressentir. Et le sens, c'est vraiment des choses pour lesquelles on a vraiment comme des capteurs, quoi. Mais alors, du coup, parce que là, on est beaucoup par écran, est-ce que ça marche l'empathie à distance, du coup? Oui, ça bien sûr. On peut, là, maintenant, on peut être en empathie. Je peux ressentir ce que vous ressentez si mes capteurs sont là. Parce qu'il paraît que ça marche pas bien quand on est à distance. Et que du coup, si on passe trop de temps derrière les écrans, eh ben, on ressent moins d'empathie. C'est vrai ou pas? Pourquoi est-ce que ce serait vrai? C'est sûr que quand on est à un contact physique, plus on a de sens qui sont engagés. Donc, si je peux toucher la personne, ça va impacter plus. Mais par exemple, je peux être hyper empathique. Je peux pleurer pendant des heures devant ma télé parce que je vois un documentaire sur des conditions déplorables quelque part sur la planète, ou même sur des documentaires de violence faites aux animaux, par exemple, des choses comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout ça, c'est de l'empathie. Il n'y a aucune raison de croire que ça passe pas à travers l'écran. Après, c'est sûr qu'être avec quelqu'un dans la même pièce, pouvoir les tenir dans ses bras, etc., ça augmente l'affect, mais... Alors, justement, il y a une question qui dit, est-ce que passer du temps devant les jeux vidéo, est-ce que c'est bon pour le cerveau? Alors déjà, j'ai commencé par dire que moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je suis un peu biaisé sur lesquels. Non, après, il n'y a pas de réponse oui et non, genre les jeux vidéo sont bien ou pas. C'est qu'est-ce qu'on joue, combien de temps, combien est-ce qu'on diversifie. Si quelqu'un me demande, est-ce que lire toute la journée, du matin au soir, un livre, le même, tous les jours, c'est bien ou bon pour le cerveau? Non, c'est pas bon pour le cerveau. Si tous les jours, du matin au soir, je fais qu'une seule chose, c'est pas bon pour le cerveau. Si tout le temps changer. C'est la diversité, la variabilité, la nuance, savoir quoi faire, parce que les jeux vidéo peuvent être très utiles aussi. Certains jeux peuvent apprendre à tolérer la frustration. Des fois, il faut perdre beaucoup avant de gagner, donc j'apprends que perdre, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Il y a des jeux qui entraînent les réflexes, des jeux qui entraînent le raisonnement, des jeux qui distraient. Des fois, on a juste envie d'être distrait, etc. Mais après, ça dépend. Combien de temps? Qu'est-ce qu'on joue? À quel âge? À quelle distance de l'écran? Il y a plein de facteurs, mais il y a pas de données qui vont dire les jeux vidéo c'est mal ou les jeux vidéo c'est bien. C'est comment? Et c'est ça notre complexité. Ce serait trop simple si on avait des trucs où je peux dire bah ça c'est bien ou ça c'est mal. Ce serait un peu trop facile et surtout on serait beaucoup moins intéressant. Comme la nourriture en fait. C'est bien un peu de tout. Comme la nourriture. Si je mange des brocolis toute la journée, c'est pas une bonne chose. Hein. Non, c'est un bon exemple. Moi je suis en train de manger des Smarties en ce moment. Les enfants seront ravis d'entendre ce genre de réponse. Ils aiment bien ça quand on va dans leur sens. Ah ben justement, il y avait une question. Mais j'ai déjeuné des épinards. Il faut compenser, c'est ça, voilà. un peu de ça. Alors justement, il y a quelqu'un qui demande, un enfant qui demande si en fait ce qu'on mange conditionne notre comportement et notre cerveau. Alors c'est pas direct, encore une fois, on n'est pas aussi simple que genre si je mange un truc, bim, je deviens. Par exemple, une fausse croyance que j'entends souvent, c'est que le sucre ça excite le sugar rush. Alors si on donne du sucre aux enfants, ils n'arrivent plus à dormir, c'est pas vrai, pas aussi automatique.
Là aussi, c'est qu'est-ce qu'on mange dans la durée, sur le long terme, dans une sorte d'hygiène de vie, comment je dors, si je fais du sport, si je joue aux jeux vidéo, etc., etc. Mais c'est pas parce que j'ai mangé une fois, je sais pas, un burger et j'ai bu un coca que c'est la fin du monde. Mais si tous les jours je mange que ça, effectivement, ça va être problématique. Et notre cerveau, c'est un organe comme un autre. Il faut bien le nourrir. Une grande partie de l'énergie qu'on consomme est mobilisée pour le cerveau. Et donc, c'est important. Combien de pourcents? C'est important. Je sais plus. Je peux checker. Mais c'est beaucoup, quoi. Donc, quand on mange, ça va pour nourrir le cerveau. Donc, si on mange pas, le cerveau, il diminue, en fait. Il va être un peu plus fatigué. Il va être fatigué. D'accord. Oui. D'accord. Apparemment, c'est 450 calories par jour. D'accord. Et on mange à peu près 2000, 2005 dans nos pays. Hein, c'est quand même riche. Donc, ça fait quand même le quart de tout ce qu'on mange. Quand même, le quart de tout ce qu'on mange qui va pour nourrir le cerveau. Alors, en ce moment, il y a une autre question. En ce moment, il y a des enfants, en fait, ils sont coupés un peu en deux. Il y en a qui ont beaucoup de travail que leur enseignant leur envoie à distance. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont rien à faire et qui ne font rien. Alors, il y a une petite fille qui me dit, moi, quand je fais rien, j'aime pas ça, je m'ennuie, j'aime pas m'ennuyer. Et donc, pourtant, les adultes n'arrêtent pas de répéter, c'est bien de s'ennuyer. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? C'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose d'être habitué à s'ennuyer. Ça veut pas dire que c'est bien et genre, je vais dédier du temps de ma journée parce que maintenant je vais me poser et je vais m'ennuyer. Mais le but d'apprendre à s'ennuyer est multiple. Le premier but, c'est d'apprendre ce qu'on appelle la tolérance à la frustration. C'est-à-dire, dans la vie, des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Et c'est important d'apprendre comment gérer ça. Comment est-ce que je peux tolérer ne pas avoir ce que je veux? Ça veut pas dire accepter de ne pas avoir ce que je veux, mais des fois, je l'ai pas. C'est pas vrai qu'à chaque fois que j'essaye, je vais l'avoir. Et donc, ça m'apprend à savoir comment surmonter les éventuelles frustrations que je vais devoir gérer. Je peux être amoureux de quelqu'un qui veut pas être avec moi, je peux vouloir un boulot et je l'ai pas, je peux plein de scénarios, je peux vouloir gagner aux jeux vidéo et des fois je perds. Et donc, ça m'aide à tolérer la frustration. La deuxième, c'est que être tout le temps dans une action peut être fatigant. Et c'est important de savoir se reposer. Et se reposer, c'est pas nécessairement regarder une série ou regarder un film. Des fois, se reposer, c'est ne rien faire. Moi, des fois, je dis un peu en boutade, il y a des jours où j'ai besoin de prendre un break de moi-même. J'ai envie de me laisser tranquille. Alors là, j'ai plus la patience d'être avec Albert, donc je vais juste aller faire autre chose. Et lui, il fait autre chose. Et du coup, je me laisse tranquille. Je ne dis pas, je vais cuisiner. Je me dis pas, je vais lire un bon bouquin. Je prends mon corps, je le mets sur le sofa. Et je le laisse tranquille. Et c'est important aussi. Après, il faut pas tomber dans l'autre excès de ne plus jamais rien faire. Ouais. Mais effectivement, ça a certains mérites d'apprendre à être bien seul avec soi sans être en train de rien faire. C'est un peu comme quand on dort. En fait, est-ce que le cerveau, il travaille quand même quand on dort? Il travaille énormément quand on dort. Il n'y a que nous qui dormons. Tout le reste de notre cerveau est en train de travailler énormément. Le sommeil est un grand mystère de pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir. Par exemple, si les enfants nous écoutent, il y a une expérience qui m'a, moi, beaucoup marqué quand j'étais petit, quand on me l'a raconté. C'est que si un jour je dors, par exemple, toute la nuit, je dors hyper bien, je me réveille et je reste au lit. Je fais rien. Je bouge pas mon corps. Je fais rien. Je reste au lit toute la journée. Quand la nuit arrive, je peux redormir. Alors que j'ai pas dépensé d'énergie. Et du coup, le sommeil, c'est pas juste pour récupérer la fatigue de la journée, parce que je me suis pas fatigué. Je me suis réveillé, je suis resté au lit comme ça toute la journée. Ah, pas la fatigue physique, c'est ça, en fait. C'est pas juste la fatigue physique. Il y a plein de processus qui se passent dans notre cerveau, mais aussi la fatigue physique aussi. Mais c'est juste que c'est pas nécessaire pour pouvoir dormir. C'est-à-dire, si quelqu'un ne fait rien, il peut pas ne pas dormir pendant une semaine parce qu'il a rien dépensé. C'est pas comme une batterie d'un téléphone. Genre, je charge mon téléphone. Si je l'utilise pas, je peux rester 3-4 jours sans le recharger parce que je l'ai pas utilisé et donc la batterie ne s'est pas vidée. Là, c'est pas c'est pas la même chose. C'est une activité nécessaire et on n'a pas toutes les réponses encore de pourquoi on dort. Est-ce qu'on dort, à quoi ça sert. On a quelques pistes, mais peut-être que s'il y a des enfants intéressés, qu'un jour ils deviendront chercheurs et ils pourront répondre à cette question. Oui, parce que en fait, moi j'ai lu que quand on dormait, en fait, le cerveau c'est un peu comme s'il faisait le ménage. Il rangeait. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a des hypothèses. C'est une hypothèse, pas sûr. On ne sait pas vraiment, en fait. C'est ça qui est cool. Et beaucoup de choses sur le cerveau sont encore mystérieuses. Et moi, j'essaye autant que je peux de dire qu'on ne sait pas, parce que j'espère un jour que ça va exciter d'autres à chercher et à trouver. Il y a les hypothèses que c'est en train de réorganiser la journée. Il y a des hypothèses que c'est en train de nettoyer certaines choses qui s'accumulent à cause du fonctionnement cérébral. Il y a les hypothèses que ça permet aussi à nos autres organes de mobiliser de l'énergie qu'ils ne pourraient pas mobiliser pendant la journée parce qu'on les utilise. Il y a plein d'hypothèses et c'est hyper intéressant. C'est la même chose de pourquoi est-ce qu'on rêve.
Et on sait pas trop, vraiment. On sait juste que c'est hyper important et que si on rêve pas, ça crée pas mal de problèmes. J'aime bien mon boulot parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas. Si je connaissais tout de mon boulot, je pense que je ferais autre chose. Je serais pas un chercheur. Bah ouais. Mais est-ce Ouais. que justement, alors, j'ai une question. On rêve tous, hein. C'est juste qu'on s'en souvient pas, mais on rêve tout le temps. Donc ça, c'est confirmé. Ouais. Et en fait, si on ne dort pas, du coup, on ne sait pas pourquoi on dort, mais on sait que si on ne dort pas, qu'est-ce qu'on risque? Si on dort trop tard ou voilà, qu'est-ce qui se passe? Si on dort trop? Si on dort, trop ou trop tard ou pas assez, enfin voilà. Si par exemple on ne dort plus, si on décide de bouder le sommeil et de retarder, comme parfois les enfants ne veulent pas dormir. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine, mais à terme, si on dort pas, on dit qu'on meurt. Je sais pas comment ils ont testé ça, mais c'est ce qu'on dit. Ouais, ok. C'est très difficile. Comment est-ce qu'on va rester garder quelqu'un réveillé, sauf si on est en train de le torturer ou de lui faire quelque chose? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est notre torture qui l'a tué ou est-ce que c'est le manque de sommeil? Par contre, ce qu'on sait, c'est que sur les études des personnes qui ont été en déprivation de sommeil, donc qui travaillent dans les urgences, dans les hôpitaux, les routiers, des personnes donc qui restent pas mal de temps sans dormir, effectivement, il y a pas mal de problématiques liées à la santé qui peuvent émerger, que ce soit des problèmes cardiaques, des problèmes de digestion, mais aussi des problèmes vis-à-vis de leur personnalité, de l'humeur. On est beaucoup plus irritable, on a un moins bon contrôle de ses pensées dont on parlait quand on pense un peu dans notre tête. Il y a des choses qui sortent alors qu'on veut pas qu'elles sortent. On a moins de contrôle cognitif et émotionnel. On a des réactions qui ne nous ressemblent pas. En général, c'est pas quelque chose c'est pas une situation très très agréable. Une des premières recherches que j'ai faites quand j'ai grandi au Liban, et quand j'étais au Liban, j'étais secouriste à la Croix-Rouge, donc je faisais des permanences la nuit, donc il y a pas mal de nuits où on dormait pas. Et la première recherche que j'ai jamais faite de ma vie, je pense que j'ai jamais raconté ça, j'étais étudiant en licence et j'ai fait un test de réflexe, ça s'appelle un test de Stroop, à mes collègues à la Croix-Rouge, l'équipe après la permanence, donc qui avait pas dormi, et l'équipe qui venait d'arriver, donc qui avait dormi chez elle. Et on voyait quand même des différences assez significatives entre les deux groupes, à partir de juste une nuit de déprivation de sommeil par rapport à un groupe qui avait dormi. Genre juste après, donc à 5h, à 7h du matin, quand on devait quitter la permanence et qu'on n'avait pas encore dormi, je fais passer des tests aux collègues, aux potes. C'était pas des collègues, c'était des potes, on était bénévoles. Et ceux qui sont arrivés le soir, et effectivement, ceux qui n'avaient pas dormi étaient moins bons que ceux qui avaient dormi. Ça veut pas dire que si je dors pas une nuit, c'est la fin du monde, hein, mais en général, le sommeil, c'est quelque chose qui est assez important. Et donc, ça, c'est bien aussi pour les enfants qui font parfois la grève du coucher et qui résistent. Oui, après, notre cycle du sommeil, il change beaucoup avec l'âge. Et du coup, on peut se permettre des choses. Par exemple, quand je suis ado, je peux moins dormir, ou quand j'ai 18, 19, 20 ans, je peux moins dormir et continuer à carburer. Là, je suis proche de la quarantaine. Si je mange un peu trop après déjeuner, je tombe dans les pommes tout seul. Moi, par exemple, je dors très mal, alors qu'avant. Alors que quand on était plus jeune, j'aurais pu manger le carton du Pizza Hut et m'en foutre. Bien dormir. C'est drôle. Il y a une autre question qui est parfois, en fait, on pense quelque chose. Par exemple, je suis très intéressée par l'écologie, comme beaucoup de gens, mais je vais quand même aller acheter des vêtements où je sais qu'ils polluent. Hein. Je sais que ce sont des vêtements qui ne sont pas durables, mais pourtant, ils m'attirent. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Normalement, si je suis intéressée par l'écologie, je ne dois pas avoir de décalage. Je dois agir selon mes pensées. Alors voilà, ma question, c'est pourquoi on ne fait pas toujours ce qu'on pense et on n'agit pas toujours selon ses convictions. C'est une super question. Pendant longtemps, on pensait qu'on était comme ce que vous êtes en train de décrire. On appelle ça homo economicus. On est des êtres rationnels. Si je veux quelque chose, je le fais. Il y a un choix qui est bon pour moi, je le prends. Et s'il y a un choix qui est pas bon pour moi, je le prends pas. Et dans les années 50, donc c'est quelque chose d'assez récent, un chercheur qui s'appelle Herbert Simon a découvert qu'en fait non, on a ce qu'on appelle une rationalité limitée. C'est qu'on n'est pas si rationnel que ça. On prend pas nos choix juste en pesant les pour et contre et on choisit la meilleure décision. On a découvert qu'il y a plein d'autres facteurs que juste mes envies ou ma rationalité qui guident mes prises de décision. Et moi, je travaille exactement sur cette question. J'ai fondé un laboratoire qui s'appelle le ACT Lab où on travaille sur la question de ce que les sciences comportementales et cognitives, donc mon boulot, peut apporter à la question écologique. En gros, pourquoi est-ce qu'on sait tous qu'il y a un problème avec le climat, mais on fait pas grand-chose? Et la réponse est multiple. C'est-à-dire, des fois, par exemple, là, comment vous formulez la question? Vous parlez juste de vous, l'individu. Mais vous êtes un individu qui est inscrit dans un contexte.
Et le contexte est un grand facteur de ce que je peux faire ou pas. Parce que, par exemple, il y a les normes sociales, ce que mes potes sont en train d'acheter. Du coup, j'ai envie d'être comme eux. Oui, et c'était prévu. Pourquoi est-ce que je fais comme eux alors que je suis peut-être pas sûre que ça me plaît, mais je me sens obligée de faire comme eux. Par exemple, c'était par exemple, je vois quelque chose sur TikTok, je veux absolument faire la même chose. Pourquoi? Oui, parce que on est des animaux sociaux, on a envie d'avoir une appartenance au groupe, on a envie aussi de signaler à l'autre que je fais partie de ton groupe, à toi aussi. D'accord. Donc j'ai envie de m'inscrire dans ce groupe parce qu'encore une fois, on est des êtres sociaux et donc c'est important. Parce que j'ai pas envie d'être rejeté, parce que l'environnement des fois me pousse. Par exemple, si moi je veux acheter plus responsable, mais la boutique la plus proche est à 100 km et coûte 3 fois plus cher. Une fois, 2 fois, je vais le faire. La troisième fois, j'ai une soirée, j'ai envie d'acheter une chemise, je vais prendre l'option de la facilité. C'est pas vraiment juste de ma faute, c'est que le contexte autour de moi fait que, on appelle ça par exemple l'architecture du choix. Quel choix est-ce que m'on propose? Quelles sont les facilités? Qu'est-ce qui est mis en avant? Il y a plein de facteurs qui font que des fois, j'agis contre un peu ce que je veux, et après je me raconte une histoire pour me la justifier. On va rationaliser, parce que même quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, après on s'invente une raison pour se dire qu'en fait si on voulait le faire. Oui, c'est ça, on se raconte des histoires, c'est ça. Hein. Ouais. Et en fait, effectivement, c'est assez difficile de tout le temps résister. La meilleure manière de résister, c'est de trouver d'autres aussi, de trouver un autre groupe, et décider de faire comme eux, ou je sais plus en accord avec moi-même, de s'engager pour changer les choix qui sont disponibles, donc pas juste blâmer l'individu, mais penser aussi au contexte. C'est très difficile de refuser d'aller avec mes potes en vacances, je sais pas moi, à Tahiti, quand ils veulent tous y aller, qu'ils m'invitent, et en plus la compagnie aérienne dit aller-retour à 50 €. Au bout d'un moment, encore une fois, on ne choisit pas juste basé sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais il y a un individu qui s'inscrit dans un contexte, il faut prendre en compte tous ces facteurs pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a aussi mes habitudes. Quand j'ai grandi, je suis habitué à manger de la viande tout le temps, et je sais que c'est pas bien, ça va être plus difficile d'arrêter que si on m'a habitué à manger autre chose, par exemple. Donc, il y a plusieurs facteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On cherche encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut proposer, alors, peut-être quelque chose qui va avec... Des options alternatives. Ouais. Des choses dans la communauté, dans un groupe social. Donc, avoir des gens avec qui je partage ces choix. Ne pas juste blâmer l'individu, faire des changements aussi politiques, institutionnels, travailler avec les entreprises, travailler avec peut-être mon école, si je suis un enfant, avec l'école. Est-ce qu'on a du recyclage? Est-ce qu'on fait du compost? Est-ce qu'on fait attention à pas utiliser de plastique? Est-ce qu'on mange moins de viande? Et que ça devienne cool sur TikTok de faire des choses comme j'ai envie moi de faire, et pas juste comme ce que je vois. Parce que les gens que je vois sur TikTok, je peux être moi aussi la personne que les autres voient sur TikTok. Et un nouveau mouvement qui est assez fort. Oui, voilà, exactement. Donc en fait le mot c'est il faut que ça devienne cool. C'est une partie. Malheureusement, les choses qui sont devenues cool à un moment n'étaient pas cool. Donc les jeux vidéo, là tout le monde parle que c'est cool. Moi quand j'ai grandi, dire que je joue aux jeux vidéo, c'était pas très très facile. C'était genre un peu les losers quoi. Et maintenant c'est tu joues aux jeux vidéo, c'est trop bien et tout. Et c'était pas trop bien. Des grosses lunettes, des boutons qui sortent pas, ils étaient tout blâmes. Voilà. Mais maintenant, c'est les gens cool qui jouent aux vidéos. Après, les jeux vidéo, ça a changé aussi. Hein. C'est aussi sur le smartphone. C'est peut-être aussi plus en communauté. Après, la Game Boy, c'était pas mal. Hein, et jouer à Mario sur la Game Boy, c'est juste que... je l'ai là, hein, la Game Boy et Tetris. Non, mais je vais vous la montrer. On a inventé mieux que ça, mais ça, on va... Voilà, ma Game Boy. C'est génial. Et Tetris. Et ça, les enfants, ils connaissent pas, hein, le truc qu'on recharge. Non, vous voyez, les enfants, on a commencé à jouer avec ça et l'écran, il est juste vert et noir. C'est génial. Alors, une dernière question, Albert. Est-ce que finalement, ce confinement, il peut avoir des conséquences sur notre comportement? Est-ce qu'il va modifier la façon dont on réfléchit ici dans notre cerveau et notre rapport aux gens? Alors, c'est très tôt encore à dire. On peut imaginer que pas nécessairement, ça dépend de combien ça dure. On est assez résilient et assez résistant comme individu, on n'est pas si fragile que si je reste chez moi pendant 2 mois, toute ma structure cérébrale va être réorganisée. Ça dépend de la durée. Par exemple, Internet a énormément changé nos comportements dans la durée. Mais il y a plein de choses qui se sont produites et dont on se souvient même pas. Et on s'est dit, oh mon Dieu, ça va être énorme. Je sais pas, la réalité virtuelle, tout le monde a dit la réalité virtuelle va changer notre monde. Ça fait 20 ans qu'on entend qu'elle va changer notre monde et on attend encore. Ça dépend. Si le coronavirus devient quelque chose où chaque année, pendant 2 mois, on doit se confiner chez soi,
effectivement, on va devoir penser à d'autres modes de vie, d'autres fonctionnements. Si je sais pas, dans un an, en fait, on commence à en parler, comme tu te souviens quand on s'est confiné pendant 2 mois et on n'en parle plus. Ouais, Non, ce pas sera vraiment. l'avenir, quoi. Ouais, c'est Par ça. contre, le réchauffement climatique risque de modifier nos comportements un peu plus, malheureusement, si on fait rien. Et on ne parle pas assez du lien entre le Covid et le réchauffement climatique, comment les destructions des habitats naturels des animaux rapprochent les humains de certaines espèces qui sont des nids de virus, et donc des risques qu'on est en train... On pense que juste le réchauffement climatique, c'est la chaleur. Mais en fait, c'est la destruction des habitats naturels des animaux et du coup, plus de danger de contracter des virus de ces animaux, la destruction de la biodiversité, l'effondrement de la faune et de la flore. Et toutes ces causes, toutes ces conséquences ne seront pas sans impact sur nous aussi. Et notre donc, santé aussi, peut-être qu'on est. Est-ce et qu'on notre est plus santé, fragile évidemment, notre Est-ce que c'est une santé, bien théorie que sûr. vous regardez? Est-ce qu'on est plus fragile à cause du réchauffement climatique et aussi tout ce qui Ne est serait-ce que la pesticides et tout, pollution, oui, que la tout ce qui est pollution, pollution. mais aussi notre santé. Le Covid, c'est parce que où vivent les chauves-souris et tout ça, on a tellement mangé de leur territoire qu'on est vraiment très très proche. On sait qu'il y a plusieurs animaux qui eux vivent très bien avec des virus qui seraient très très dangereux pour nous. Tout comme nous, on a certains virus qui probablement seraient dangereux pour certains animaux. Je pense, mais logiquement, ça devrait être le cas. Et donc, c'est important de garder aussi en tête ces changements, et ce serait bien de prévenir et qu'on se prépare en amont plutôt qu'on doive tout le temps juste réagir, comme c'était le cas avec le Covid, par exemple. Est-ce qu'il y aurait une liste de 4-5 comportements, justement, qu'on peut activer facilement, qui sont à la portée de notre cognition, comme vous l'appelez, que les enfants peuvent appliquer à la maison et peut-être, alors, du coup, influencer les parents? Déjà, est-ce que les enfants peuvent influencer les parents? Et par rapport au réchauffement climatique et aux bonnes habitudes? Oui, bien sûr que les enfants peuvent faire des éveils de conscience chez les parents. Je pense que au niveau individuel, les choses qu'on peut faire le plus, là, il y a un qui est forcé, c'est moins prendre d'avion. Et donc, du coup, ça, c'est déjà réglé pour le moment. Manger moins de viande, parce que les élevages sont une source énorme d'émissions de gaz à effet de serre. Et après, c'est des choses qui sont plus... Quand on fait quelque chose, on le fait pas juste pour l'impact que ça a, on le fait aussi pour les signaux que ça envoie aux autres. Comme on disait, je vois que des gens font faire des choses et on a envie de le faire, donc on appelle ça un signal social. Par exemple, mettre des masques. Ça m'arrive des fois de descendre vraiment de 100 mètres dans la rue, je mets le masque pour envoyer aussi un signal aux autres que on est en train d'essayer de faire de notre mieux pour se protéger les uns les autres, alors que je sais que je cours aucun risque, je vais juste descendre, remonter, utiliser moins d'emballage plastique, utiliser des brosses à dents qui sont faites de matières éco-responsables, en bambou par exemple, des choses comme ça, même si l'impact, c'est-à-dire souvent les gens me disent ouais mais ça va rien changer, c'est pas juste sur changer, c'est tout un mode de vie qu'on est en train d'amorcer, s'intéresser à la politique. Qu'est-ce que font les politiques? Qu'est-ce que font les lois? Parce qu'encore une fois, on ne peut pas juste responsabiliser l'individu et déresponsabiliser le système. Il y a le système derrière qu'il faut prendre en compte. Et donc, il y a pas mal de pistes à explorer et surtout réfléchir à, selon la communauté dans laquelle je suis, parler avec la mairie. Est-ce qu'on peut faire des espaces plus verts? Est-ce qu'on peut avoir des pistes plus cyclables, qui soient moins dangereuses, etc., etc. C'est des petits changements, mais encore une fois, c'est comme ça que petit à petit. La dernière fois, je faisais une interview et sur une table ronde, il y avait Bruno Patino, que j'aime beaucoup, qui est directeur, qui était des services de news d'Arte et à Sciences Po, et qui disait que lui, il se souvient de la période où c'était inenvisageable que les gens arrêtent de fumer dans les bureaux. Il me disait qu'il y a une période où on disait genre... Et la ceinture de sécurité aussi, oui. Moi, j'ai il y a plein d'exemples comme ça. Et Bruno était en train de dire qu'il faisait des blagues entre eux, les collègues, que sans cigarette, il n'y a pas de journalisme. Et au final, au fur et à mesure, on l'a fait. Et pas seulement la ceinture de sécurité. À une période, je sais pas aussi pourquoi, je me souviens de plein de trucs auxquels j'ai jamais pensé depuis très très longtemps. Mais j'ai fait pendant une période une sorte d'étude sur comment est-ce qu'on a poussé les gens à commencer à se brosser les dents. Et se brosser les dents quotidiennement, aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose de très... Mais c'était un effort de monstre pour convaincre la planète entière qu'il faut prendre un bout de plastique, mettre dessus une sorte de pâte et se brosser les dents dans 3 minutes, 2 fois ou 3 fois par jour. Et maintenant, on pense plus. Et maintenant, c'est genre, ceux qui le font pas sont considérés comme crades et genre, tu ne brosses pas les dents tous les jours, genre, de quoi tu parles? Et du coup, c'est petit à petit, mais il faut pas s'arrêter à quoi ça sert. Ça sert à beaucoup plus que juste l'action que je suis en train de faire. Mais en fait, peut-être que savoir ça donne du plaisir là où on n'en a pas forcément.
Oui, bien Peut-être sûr. que la conscience peut donner du plaisir, en fait, en vrai. Bien Ça sûr, peut bien donner, sûr. et donc, Les faire un histoires qu'on se transfert. raconte, Ouais. ce que je me Ouais. raconte comme histoire, c'est Ok. ça qui impacte beaucoup plus que le réel. C'est très important. Alors, peut-être pas beaucoup plus, mais c'est très très important en tout cas pour comment je conçois le monde et combien est-ce que je tiens mes actions dans la durée et des choses comme ça, bien sûr. Ah ben voilà, on va terminer là-dessus et c'est parfait. L'histoire, et ça dans la tête, dans les oreilles des enfants, c'est pas du tout tombé dans l'oreille de sourd. Les histoires comptent presque autant que la réalité, autant voire Mm, plus. C'est mm, ça. Et c'est donc ça. racontez-vous des histoires positives pour des changements positifs. On peut rester là-dessus? On Et est d'accord? accepter que des fois, l'histoire positive ne marche pas et c'est pas grave d'avoir des Pas histoires grave. négatives et de s'ennuyer, comme on a dit. Voilà. C'est pas grave. Mais on essaye. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Il faut essayer. Merci Ouais. beaucoup, Albert C'est Moukaïber. beaucoup. Alors, Merci. il y a un livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Je ne sais pas pour les enfants, ça peut le faire, mais en tout cas, pour les enseignants, c'est une bonne matière pour travailler. Et on diffusera cette conférence aux écoles qui ont envie de travailler sur le sujet. Un tout grand merci d'avoir accepté Merci à vous. notre invitation. À très bientôt. Merci. Portez-vous bien. Très bientôt. Au revoir.